Salut à tous, ravi de vous retrouver sur i24 News pour de nouvelles confidences. Votre nouveau programme, vous allez le voir, plein de surprises nous attendent. Et pour cette première émission, quoi de mieux que de parler de ce petit pays qui fait trembler la Silicon Valley. Ce petit pays, Israël, où l'on apprend à dire pourquoi pas avant de dire bonjour. Vous l'aurez compris, on va parler ce soir de chutzpah. Et on va parler de chutzpah avec l'une de celles qui en connaît tous les ingrédients. Cette recette-là, on va vous la livrer ce soir. Inbal Arieli, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Vous êtes l'auteur de chutzpah et vous êtes venu nous voir ce soir pour nous raconter exactement pourquoi et comment les Israéliens osent et pourquoi le monde entier devrait peut-être copier la recette. On va en parler avec vous ce soir. On va revenir à votre curriculum dans un instant, mais d'abord, 3 mots Inbal pour vous définir. Heureuse, optimiste et vivante. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus. Magnifique comme ouverture. Alors, on va un peu plus loin dans le qui vous êtes et pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Unité 8200, ça veut tout dire quand on dit ça en Israël. Donc, c'est une façon de cataloguer, mais de bien cataloguer d'une certaine façon, même si on va continuer à plus préciser. Accélérateur, incubateur de tech, entrepreneuriat par la suite, à l'intérieur et en même temps que tout ça, maternité à 3 reprises. En gros, vous êtes un concentré de chutzpah? J'espère que je le suis. Ouais. C'est quoi exactement ce qu'on dit être la chutzpah à l'israélienne? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir beaucoup de l'audacité, de ne pas avoir peur de faire des choses, de ne pas avoir peur d'abord de réfléchir d'une manière différente que d'autres personnes, de se poser des questions, mais en même temps être très proactif. Alors, c'est la manière de penser en créativité, de ne rien prendre comme prévu, et en même temps de faire, de bouger, d'accélérer, de faire encore plus, de se développer et de développer ce qui est autour de nous. Alors, les deux ensemble, c'est 2 parties, l'une de créativité, d'audacité, et la deuxième de proactivité. Ensemble, c'est comme une force qui se multiplie. Et c'est ça la chutzpah. Et c'est ce qui donne la chutzpah. Ce que vous expliquez et qui est incroyablement bien expliqué dans votre livre, c'est que la chutzpah, ça commence des petits, des tout bébés. Racontez-nous. Oui, alors quand on est né, quand on grandit en Israël, il y a de la chutzpah un peu partout. Oh oui. Eh oui. Et pour les enfants israéliens, c'est normal. Ça, c'est la vie israélienne. C'est la vie quotidienne israélienne. Si c'est à la crèche, si c'est à la maison, si c'est en famille ou en amis, c'est toujours être entouré d'un environnement ou de grandir dans un environnement qui est très libre, en effet. Vie quotidienne, de toutes les petites choses qu'on fait dans la vie comme enfant. Alors, très libre et qui nous laisse comme enfants de s'expérimenter en tout. Alors, en effet, les enfants israéliens, ils sont pas différents, dans mon avis, que les enfants dans d'autres pays, où les tout petits nourrissons et les bébés israéliens, ils sont pas différents. Ce qui est différent, c'est en effet tout ce qui est autour des enfants. Et l'environnement, les adultes, leurs parents, leurs professeurs et la société israélienne. Est-ce que vous êtes en train de décrire et de parler de l'enfant roi? Alors, pas du tout, dans mon avis, parce que pour moi, c'est pas une question d'enfant roi, parce que roi, il y a un seul roi ou une seule reine. Non, ils sont tous rois d'une manière, mais c'est pas vraiment ça. Parce que quand on dit l'enfant roi, on a l'impression que c'est des enfants qui sont un peu plus arrogants, qui croient qu'ils sachent tout. C'est pas ça. C'est avoir vraiment cette énergie de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de rien, de tout essayer. De ne pas avoir peur de l'échec. De ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas avoir peur d'essayer d'autres choses, de ne pas avoir peur de demander des questions. Un roi, il sait tout. Les enfants israéliens, ils demandent beaucoup de questions. C'est parce que ils ont vraiment pas peur d'essayer, de faire, de réagir, d'être ensemble, en groupe. Un roi, il est solitaire. C'est pas du tout
comment moi j'imagine l'enfance israélienne. Et c'est ce que vous expliquez dans votre livre, c'est la façon dont, dès la plus petite enfance, dès le plus petit âge, même dans les crèches, même dans les maternelles, on apprend aux enfants à oser, à se tromper, et puis aussi à travailler en groupe. Vous faites référence à une crèche qui se trouvait à l'époque, puisque c'est là-bas qu'elle a été fondée, dans un kibbutz au nord du pays qui s'appelle le kibbutz d'Eliaou. Et c'est là-bas que, d'une certaine façon, l'éducation à la chutzpah a été institutionnalisée sans même qu'on le sache. On peut dire que c'est une des meilleurs exemples où cette idée a été matérialisée par une professeure de crèche qui simplement voulait donner aux enfants la liberté dans un kibbutz de vraiment penser librement à tout et d'avoir de vraiment penser qu'ils peuvent tout faire, qu'ils ont la puissance en eux de tout réaliser. Et elle a créé ces jardins de jeux où les enfants jouent avec des objets de tous les jours. Alors, on peut trouver de tout, hein, des carcasses d'ordinateurs, des caddies, des choses qu'on n'imagine pas forcément. C'est pas des jouets pour enfants. Ouais, voilà. C'est pas des jouets faits pour des enfants, mais c'est des objets de tous les jours. Alors, on peut trouver tout ce qu'on n'a plus besoin à la maison ou dans les usines au kibbutz. Alors, tout a été apporté là-bas. Et les enfants, pour eux, c'est un rêve parce que pour eux, ils peuvent tout faire avec. Alors, d'un côté, on leur dit, vous jouez avec des objets de la vie quotidienne. Alors, c'est très réel. Mais d'un autre côté, on leur dit, vous faites ce que vous voulez avec. Et par design, les objets qu'on apporte là-bas sont lourds. C'est des objets que pour un enfant de 4 ou 5 ans, c'est presque impossible de jouer tout seul. Et c'est fait en exprès. Malka Haas, cette professeure de crèche, avait l'idée de créer cet environnement où on va forcer les enfants, sans leur dire c'est important de jouer ensemble, il faut jouer avec vos amis, et de leur forcer par environnement, par design, de faire et de jouer ensemble. Et en effet, on peut penser aux enfants, mais on peut prendre ces idées plus tard dans nos vies familiales, dans nos vies de communauté, et bien sûr dans le business, dans le cadre de notre carrière. Comment créer des environnements où les gens travaillent ensemble? Parce qu'on sait déjà qu'en équipe, on est beaucoup plus fort que soi-même tout seul. C'est une espèce de variante de l'union fait la force, d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Et on le sait déjà, c'est non seulement le fait qu'en équipe, on est plus fort, mais c'est aussi, il y a des recherches déjà qui montrent que la diversité de gens qui forment l'équipe, alors qui viennent d'autres environnements, qui apportent d'autres idées, ça aussi, ça améliore les chances de succès. Alors, c'est non seulement l'équipe, mais c'est aussi avoir une équipe qui est très de diversité, de grande diversité. Et ce qui est incroyable, c'est ce que vous décrivez dans votre livre, c'est que toutes ces choses-là qu'on voit, qu'on sent, qu'on comprend dans la petite enfance, mais qu'on arrive à voir évoluer aussi dans le milieu entrepreneurial après, notamment, et on va en parler, la Startup Nation, évidemment. Tout ça, c'était pas un fait exprès. C'est comme s'il y avait eu une espèce de main invisible ou de culture. D'où ça vient, cette histoire de chutzpah? Alors, ça vient aussi de la nécessité, de la vie en Israël, où les parents sont occupés en travaillant, où les enfants se trouvent ensemble pas mal d'heures dans la journée, où c'est tout à fait OK, c'est même sécurisé d'être dehors et pas dans la maison. Alors, la vie de société israélienne, la vie dans le quartier, à l'école ou après l'école, les enfants, ils peuvent aller tout seuls à l'école. Ils reviennent de l'école tout seuls, même à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est donc la nécessité, d'une certaine façon, qui a poussé à ce qui est devenu une institution ici en Israël, la chutzpah. Vous connaissez, Inbal, le questionnaire de Bernard Pivot? Oui, je le connais. Je savais que j'allais pas pouvoir vous avoir sur cette question. Et bien justement, Inbal va se plier au questionnaire de Bernard Pivot. Inbal, c'est quoi votre mot préféré? Shalom. Oh, la paix. La paix et bonjour. Et bonjour aussi. Les deux. Le mot que vous détestez? Être malin.
C'est compliqué parce que j'ai pas trop de mots que je déteste, parce que je crois qu'en effet... C'est plus un comportement comportement qu'un mot, être malin. Votre drogue favorite? C'est les questions de Bernard Pivot, pas les miennes. Mais moi, je les connais dans une autre variation. Alors, c'est pas, ça me surprend. Il faut que je pense un peu. Ma drogue préférée. Je dirais un chouette verre de vin fin de soirée. Allez, ça nous va. Ouais. On s'en fera un après. Le son, le bruit que vous aimez? La joie de petits bébés, le laughter, comme on dit. Le rire des enfants. Le rire des enfants. Et celui que vous détestez? Un crissement. Des vitres qui s'entrechoquent? Qui s'entrechoquent, exactement, oui. Votre juron, votre blasphème favori? C'est quoi blasphème? Un gros mot. Ah, favori, chutzpah, être ratsouf, parce que c'est en hébreu. On dit de quelqu'un qu'il est grossier, qu'il est trop audacieux, mais qu'on le dit dans le sens péjoratif du terme. Dans un sens bien sûr positif, oui. Si vous deviez choisir un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Un nouveau billet de banque. Einav Tzengaoka. Ce serait votre égérie aujourd'hui? Oui, tout à fait. La maman de Mathan. La maman de Mathan. Qui est sortie enfin de captivité entre les mains du Hamas, d'autres organisations terroristes ou de civils à l'intérieur de la bande de Gaza. Vous la metteriez sur un... Tout à fait, parce que je crois que non seulement c'est... Bon, bien sûr, c'est tout d'abord la maman de Mathan, mais ces 2 dernières années, elle était beaucoup plus que ça pour nous. Alors, pour Mathan et pour la famille, c'est son rôle, bien sûr, principal. Un symbole. Mais pour nous, elle est devenue un symbole, oui. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Vous en avez eu plein de casquettes. Est-ce qu'il y en a une que vous n'auriez pas aimé mettre? Aucun. Celui d'être oisive, alors. De ne rien faire. Non, même j'ai appris à rien faire cette année. J'ai appris un peu à rien faire. Non, j'aime tout essayer, j'aime tout faire. Alors, vraiment, il n'y a rien que je veux jamais faire. C'est beau, ça, pas de nom. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous auriez aimé ou vous aimeriez être réincarné? Alors, certainement un animal, je dirais un chien. Tout simple, amical. Qui se reçoivent plein de caresses et plein de... Et qui donne beaucoup d'amour, et qui est content, et qui est heureux, et qui est curieux. Ouais. Et la dernière question de ce questionnaire de Bernard Pivot, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Shalom Inbal. Bienvenue. En mode bonjour ou en mode paix sur toi, Inbal? Les deux toujours. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce questionnaire, Inbal, de vous être prêtée à ce jeu. Avec plaisir. On continue notre interview sur la chutzpah, toujours l'audace, l'indiscipline. Comment on fait pour avoir de la chutzpah, mais si on n'est pas israélien, si on n'est pas, comme moi, né ici? Alors, moi, je suis sûre que partout dans le monde, tout le monde a de la chutzpah. On est né avec la chutzpah. Les enfants, les petits-enfants, partout dans le monde, n'importe quel temps dans l'histoire de l'humanité, sont nés avec les capacités, les caractéristiques douces qui forment la chutzpah. La curiosité, ne pas avoir peur de l'échec, être quelqu'un de social, okay? Se demander des questions, se poser des questions. C'est tout être très proactif. C'est toutes des choses que les enfants partout dans le monde possèdent. Si les enfants le possèdent, ça veut dire que nous, les adultes, on le possède aussi. On l'a dans nous. Ça fait partie de l'humanité. Ça peut être comme un muscle qu'on apprend à travailler. Exactement. Tout le monde l'a, ce muscle. Il faut simplement savoir le travailler. Tout le monde a ces muscles différents qui forment ensemble la capacité de chutzpah ou l'idée de chutzpah. Et c'est toute une question d'être aware, d'être conscient qu'on possède ces capacités, ces muscles,
et aussi, bien sûr, de les renforcer comme tout autre muscle. Alors, si on n'est pas né en Israël, ça prendra plus de travail. Mais c'est vraiment comme si on voulait entraîner dans un sport où on n'a pas trop d'expérience ou apprendre quelque chose qu'on ne connaît pas encore. C'est possible, il faut juste renforcer, nourrir et s'entraîner pour faire développer ces muscles qu'on a déjà en nous. Vous avez vécu une partie de votre vie en Belgique, en Suisse, et la plus grosse partie de votre vie ici en Israël, évidemment. L'importance de l'armée, vous en parlez, vous y faites référence dans votre livre, comme incubateur de leadership, incubateur d'innovation. On est au lendemain ou pas, en tout cas, on est après cette guerre ou encore à la fin de cette guerre que l'on vient de vivre pendant 2 ans. Comment le service militaire israélien il façonne l'esprit start-up? Alors, le service militaire israélien, c'est une étape à la fin de notre enfance, en effet. Quand on rentre au service militaire à 18 ans, on est déjà équipé avec tous ces muscles qu'on a développés ici en Israël. Quand on a ces muscles qui sont déjà développés, à 18 ans, en rentrant à l'armée, on n'a qu'à les utiliser, les mettre en valeur dans cet environnement qui a des challenges qui sont immenses, beaucoup d'incertitudes, pas assez de ressources, juste comme un start-up. Alors, l'armée israélienne et le service militaire israélien est un environnement ou un cadre où on peut en effet vraiment encore plus renforcer ces muscles dans lesquels on a parlé. Et ça n'a pas d'importance qu'est-ce qu'on fait dans l'armée. Si on est pilote ou si on est dans des unités tech, ou on est combattant, ou on est dans des positions administratives, on a 18 ans, on a 19 ans, on a des très grandes responsabilités, on n'a pas assez de ressources et on doit trouver des solutions. Et c'est pour ça que le service militaire en Israël en général donne encore plus de nourrissement, je dirais, à ces muscles qu'on a déjà. Et en top de ça, ce qui est très important, c'est le fait qu'on fait partie de quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Alors, on a parlé de l'enfant roi, mais c'est pas ça. Quand on rentre à l'armée, on fait partie de quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, qui a beaucoup plus d'importance. Et qui nous dépasse. Puisque j'ai vu que vous étiez une bonne cliente, on va passer à notre séquence. Avec quoi? Avec qui? On y va. Quel livre vous prendriez pour vous accompagner sur une île déserte? Dans n'importe quelle langue, le livre. Alors, je prendrais un livre par Gabriel García Márquez qui s'appelle, je ne sais pas exactement en français le nom, je crois que c'est l'histoire du survivant ou quelque chose comme ça. C'est un livre pas très connu qui raconte l'histoire de quelqu'un qui a survécu dans la mer pendant quelques semaines tout seul. Et ça raconte en effet comment cette personne a réagi, toute l'histoire. Il se trouvait tout seul, en pleine mer. Une histoire de résilience? Une histoire de résilience, une histoire... oui. Une musique? Je prendrais des albums probablement de Arik Einstein ou Shalom Chanor. Ça marche toujours. Israéliens. Ah oui, ça fait toujours du bien. Un film en particulier? Le Grand Bleu. Oh! Facile. Cool ça. Oui. Avec la musique aussi. Avec la musique. Comme ça, aussi, tout est fait. Votre héros ou votre héroïne? Waouh, j'en ai vraiment beaucoup. Mais si je dois choisir une, je dirais ma grand-mère. Ma grand-mère était la mère de ma mère, qui est arrivée en Israël de la Pologne comme survivante de la Shoah. Déjà mariée avec 2 enfants déjà. Alors ma mère et son frère sont nés pendant la guerre en Europe.
Et ma grand-mère, elle est décédée à l'âge de 103, alors j'avais beaucoup de temps avec elle, était une personne qui a vécu vraiment des choses imaginables, mais qui est toujours restée très optimiste, une femme de carrière. Elle est née en 1914, mais elle était déjà une femme, une infirmière. Précurseur pour son époque. Exactement. Et elle a continué en Israël, en arrivant en Israël. Alors, une femme de carrière, une femme de famille, très optimiste, malgré tout ce que la vie lui a apporté. Et avec zéro de jugement sur les gens. Alors, elle aimait tout le monde. Ben, c'est un bel hommage que vous lui rendez ce soir et sur notre plateau en particulier. Merci pour cette séquence. C'est pas facile, hein, ces questions. Bravo. Chouette, c'est intéressant. On continue notre interview. Est-ce que vous craignez qu'il y ait des dangers, des excès à cette rousse-paque qui nous caractérise? Oui, toujours. Il y a toujours un prix qu'on paye à tout. Alors, le prix, c'est le prix de moins d'ordre, d'abord. Oh. Ouais. Quand on arrive en Israël, on voit ça définitivement quand on arrive de l'étranger en Israël. Il y a du balagan partout, il y a du chaos partout. Ah, c'est le deuxième mot, balagan. Il y a chutzpah et balagan, ça nous définit absolument. Exactement. Mais ça, oui. Mais l'idée, c'est... Alors, le prix, ça peut être le prix de balagan, mais moi, en effet, je crois que balagan, ça a aussi beaucoup de valeur. La raison pour laquelle on dit qu'il y a du prix à ça, c'est parce qu'on est moins en contrôle. On se sent moins à l'aise dans la certitude. Mais en effet, ça ouvre beaucoup d'opportunités, ça ouvre beaucoup de possibilités quand il n'y a pas d'ordre, à des nouveaux ordres. Alors, je crois qu'en effet, le prix qu'on paye, c'est comment trouver cette balance qui est très difficile à trouver entre ne pas perdre la valeur de la créativité, de l'entrepreneurial, du balagan, de l'incertitude, de la résilience, et en même temps trouver la manière de bien sûr créer une société qui peut vivre ensemble. C'est un grand défi. Je vais arrêter de vous poser des questions, Inbal. C'est à présent au tour de la boîte de Pandore de s'ouvrir et de vous en poser justement des questions. Mais vous allez le voir, je vais vous la donner, cette boîte. L'issue, elle est toujours positive. C'est pas comme une boîte de Pandore qui prédit des choses malsaines. On y va, c'est parti. Première question. Qu'est-ce que tu envies chez les hommes? Oh, c'était pour vous cette question. S'il y a une caractéristique que les hommes ont, que vous pouviez vous réapproprier, ce serait laquelle? À moi, réapproprier à moi. Ce serait à se sentir toujours à l'aise partout. On l'est moins, les femmes, non? Oui, on a moins. Ouais. Oui. Eh bien, messieurs, c'est pas juste. Voilà. Et on met plus d'efforts. Voilà. À bon entendeur. Une deuxième question? Une deuxième question. Quelle est la plus grande idée folle que tu n'as pas encore osé réaliser? Vous nous avez parlé d'oser. Oser se tromper, ne pas avoir peur de l'échec. Quel est le prochain projet? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore osé faire? On les voit, ces livres ici, qui sont traduits dans toutes les... Combien de langues Il y a déjà 9 langues. La 10e 9 langues de sortir bientôt. Ouais. En français, évidemment, bientôt. En arabe, incessamment sous peu. Ouais. C'est quoi ce projet que vous n'avez pas encore osé faire? Que j'ai pas encore osé faire, c'est de faire... de sortir dans une aventure, 1 an, big trip, mais vraiment une grande aventure que je connais pas encore les détails parce que c'est une aventure. C'est ça que j'ai pas encore osé de faire. Mettre un peu plus de balagan à l'étranger et en dehors d'Israël dans votre vie et dans votre quotidien. Juste, même peut-être pas du balagan, juste sortir vers l'inconnu, mais pour une assez longue période de temps.
Une dernière question et on conclura. Bien sûr. Allez. Qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants retiennent de toi et qu'ils ne répètent pas? Alors, c'est 2 questions ou qu'ils retiennent de moi? Qu'est-ce que vous aimeriez que vos enfants retiennent de vous et qu'ils l'emportent au plus profond de leur cœur? L'amour pour la vie. L'amour pour la vie. Ouais. Pour la vie, pour l'humanité, pour les gens. Se réveiller chaque matin et être heureux d'être vivante, heureuse d'être vivante, mais aussi d'aimer la vie. On a commencé avec la chutzpah, on finit avec l'amour de la vie. Ouais. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Inbal. Merci pour cet échange passionnant et pour ce rappel aussi. Causer, ça s'apprend et ça se travaille. La chutzpah, finalement, c'est pas si intraduisible que ça. La chutzpah, c'est une posture. C'est là aussi de dire pourquoi pas moi. On l'a appris ce soir. Vous pouvez lire également dans le livre d'Inbal, pour l'instant en anglais ou dans d'autres langues, pour ceux d'entre vous qui parlent arabe, russe, japonais, chinois aussi. Mais on pourra le lire bientôt en français dans le texte. Merci beaucoup, Inbal. Et on va lancer une tradition, un petit selfie. Ouais. J'ai pas l'habitude, mais on va y arriver. Sûr. Merci de nous avoir suivis. Bye bye à tous. Merci. On y va? Ouais. Et voilà. Super.